On n'est pas alcoolique par hasard et qu'il faut donc à tout prix respecter les paroles et les souffrances de ces femmes qui se cachent. C'est incroyable cette énergie vitale que l'on a à vouloir s'en sortir. Par contre, on est terriblement emmuré par la honte. Souvent, on ne sait pas que c'est une maladie ou lorsqu'on le sait, pour nous, ça reste une maladie honteuse. L'alcoolodépendance, pour moi, c'est la maladie. Et pour moi qui l'ai connue, c'est tout simplement, l'alcool est une obsession. C'est-à-dire, Marina, pour venir à cette émission, eh bien, j'aurais déjà consommé sans doute peut-être la moitié d'une bouteille de vodka. Oui, je vois votre visage. Mais c'est vrai, pour être devant vous sur le plan professionnel. Et les collègues, par contre, c'est pas de leur faute. Certains me couvraient, donc il y a de la bienveillance, et d'autres étaient incapables de m'en parler parce qu'ils n'avaient pas les mots. Ils ne sont pas formés. Alors même que j'avais demandé de ne pas me tenter, il y a un collègue qui va me proposer une coupe de champagne et ça va vite faire une bouteille, deux bouteilles, et je m'effondre. Je tombe ivre-morte, c'est le pas de côté devant tout le monde. Devant tout le monde, je reste longtemps par terre. C'est l'affolement, les images que j'ai, c'est que tout le monde s'enfuit. Je pense que c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel chez les alcooliques anonymes, mais je n'ai plus touché à une seule goutte d'alcool et je suis heureuse devant vous. L'alcool tue chaque année en France 41 000 personnes, conséquence notamment des maladies liées à l'alcool et des violences ou accidents commis en état d'ébriété. Ces chiffres devraient baisser pour les hommes. En effet, si depuis 30 ans on constate une baisse continue des consommations quotidiennes et régulières, les alcoolisations ponctuelles importantes tendent à augmenter chez les femmes de plus de 35 ans. De même, pour ces dernières années, la part des femmes déclarant avoir consommé de l'alcool tous les jours est également en hausse. Comment analyser et comprendre ces chiffres ? Quelles conséquences aura cette augmentation dans la mesure où l'on sait que l'alcool est plus délétère chez les femmes que chez les hommes? Quelle prévention adopter pour les protéger quand on sait qu'elles sont la nouvelle cible des alcooliers? Et parmi ces femmes consommatrices, combien sont alcoolodépendantes? Difficile de donner un chiffre tant ce sujet est tabou. On évoque 500 000 malades, 1 million peut-être. Comment les repérer tant la honte et la culpabilité les envahissent? Quelles sont les raisons qui les poussent dans cette addiction et comment les aider? Pour en parler, nous sommes avec Laurence Cottet. Laurence Cottet, bonjour. Bonjour Marina. Je suis absolument ravie de vous recevoir. Vous avez créé l'association France Janvier Sobre pour porter le projet citoyen de Janvier Sobre mis en place pour la première fois en France, c'était en 2019. Vous êtes aujourd'hui patiente experte en addictologie, ancienne alcoolique. Vous êtes à l'affiche d'un film magnifique qui sort mercredi et vous participez à un documentaire sur l'alcoolisme au féminin qui sera diffusé prochainement sur France 5. Alors avant que vous nous racontiez votre histoire, on va évoquer ce film, Des jours meilleurs, de Elsa Bennett et Hippolyte Tard. C'est avec, entre autres, Valérie Bonneton, Michel Larocque, Sabrina Ouazani, Clovis Cornillac et donc vous. C'est l'histoire d'une femme alcoolique jouée par Valérie Bonneton qui, après un accident de voiture, perd la garde de ses 3 enfants. Elle doit se soigner dans un centre pour alcooliques. Elle va y faire la connaissance d'autres femmes, malades comme elle, plus ou moins dans le déni. Et c'est l'éducateur sportif, Clovis Cornillac, qui va décider de les faire participer ensemble au Rallye des Dunes dans le désert marocain. Alors c'est un film qui est très fort, porté par d'excellents acteurs et actrices. Vous jouez le rôle de la belle-mère de Valérie Bonneton. Vous avez conseillé les comédiens. Ça veut dire quoi, conseiller les comédiens en pratique ? Il n'y a pas grand-chose à leur apprendre. Ce sont des grandes comédiennes, des grandes actrices. Par contre, mon rôle a été de leur raconter mon histoire avec l'alcool et tout ce qui se cache derrière le masque alcool pour bien leur faire comprendre qu'on n'est pas alcoolique par hasard et qu'il faut donc à tout prix respecter les paroles et les souffrances de ces femmes qui se cachent. On voit chez ces femmes à la fois une grande fragilité, mais également de la force, de la honte. C'est tout ça, la réalité ? Oui, grande fragilité. On n'est pas alcoolique par hasard, je l'ai dit. De la force, c'est incroyable cette énergie vitale que l'on a à vouloir s'en sortir. Par contre, on est terriblement emmuré par la honte, tout simplement parce que souvent on ne sait pas que c'est une maladie, ou lorsqu'on le sait, pour nous, ça reste une maladie honteuse. Justement, ce que vous avez dit, parce qu'on voit la difficulté de la prise en charge liée au fait qu'on parle de maladie, qu'est l'alcoolodépendance. Vous êtes, je le disais, patiente experte en addictologie. On peut rappeler la différence entre consommation excessive et dépendance ? Alors pour moi, l'excès, c'est de temps en temps. De temps en temps, on dépasse les repères de consommation à moindre risque, 2 verres par jour et pas tous les jours, mais on est dans l'excès, on fait la fête et on va prendre 3-4 verres. L'alcoolodépendance, pour moi, c'est la maladie. Et
pour moi qui l'ai connu, c'est tout simplement, l'alcool est une obsession. C'est-à-dire, Marina, pour venir à cette émission, eh bien, j'aurais déjà consommé sans doute peut-être la moitié d'une bouteille de vodka. Oui, je vois votre visage. Non, mais c'est vrai, pour être devant vous, et parce que je ne peux pas être en manque. Je suis obligée d'avoir ma dose d'alcool. Et en fait, je suis droguée. On va revenir sur votre travail actuel et évidemment on va expliquer les particularités de l'alcool au féminin, mais d'abord votre histoire. Vos liens forts avec l'alcool ont commencé quand vous étiez très jeune en fait. Très, très petite, oui. J'ai 6-7 ans, je bois les fonds de verre lors des repas quotidiens, plutôt et même dominicaux. Et c'est au vu et au su de tous, c'est-à-dire la famille dit rien, etc. Et après, c'est vrai que je suis une petite fille en manque d'amour, de tendresse, je souffre. Et la nuit, je vais dans le meuble en coin, là où se trouvent les bouteilles plutôt sucrées, Grand Marnier, Cointreau, et je bois quelques lampées au goulot. Mais je suis hyper jeune, 6-7 ans. Et ça m'est revenu il n'y a pas longtemps, parce que je réfléchis bien sûr beaucoup sur ma vie, puisqu'on me questionne. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je me souviens très bien, en cachette. Et en fait, qu'est-ce que je recherche ? C'est le sucre. C'est le sucre. La tendresse, l'affection. Ben oui. Après, quand vous aviez 15-16 ans, vous buviez quand même beaucoup. Oui, alors c'était pas, je précise, à l'époque c'était il y a quelques années, c'était pas encore l'époque du binge drinking qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque déjà, vous avez eu des comas éthyliques. Oui, alors là, c'est avec des amis, souvent plus âgés que moi. Moi, je suis la tchotte qui rigolote quand elle a un verre dans le nez, et toujours ce sucre. Hein, je bois comme les grands. Et effectivement, je me rappelle que souvent, je suis par terre, vers 5 heures du matin. En fait, on commençait à 19 heures et on terminait à 5 heures du matin. Et parfois, je suis la tête dans le seau. Mais tout le monde rigole. On n'est pas du tout conscient de ce rituel festif. Alors qu'on est des jeunes ados, en tout cas, moi, je suis vraiment 15-16 ans, on n'est pas du tout conscient des conséquences pour plus tard. Vous diriez que déjà, il y avait une forme de dépendance à cet âge-là ou pas ? Ou c'était la consommation excessive pour le coup ? Non, oui, c'était de la consommation excessive. Non, on n'est pas dans la dépendance. Par contre, j'avais toujours peur d'être rejetée par le groupe. Donc, je suis dépendant. D'accord. Vous voyez ce de l'intégration dans le groupe, et oui. Donc c'était avec l'alcool. Oui, voilà. Je n'étais bien qu'avec l'alcool parce que j'étais hyper timide. À 25 ans, vous êtes juriste et vous allez rentrer dans le monde du travail, dans le BTP en l'occurrence, où à l'époque, l'alcool est partout. Alors là, de qualité, à volonté, et il est gratuit. Et c'est vraiment ça. Pendant le travail. Les repas d'affaires et les pots, les cérémonies, vous savez, dans ces grands groupes, tout est prétexte pour partager une bonne bouteille. C'est vraiment là l'environnement professionnel qui va vraiment me faire plonger tout doucement vers la maladie. Je ne suis pas encore dans l'obsession de l'alcool. Mais là, on est bien au-dessus des excès. Je suis quand même déjà à ce moment-là à une bouteille par jour. Mais je tiens une bouteille d'alcool fort, une bouteille de vin ? Non, de vin et champagne. Je reste la femme, on reste plutôt sur ce qu'on appelle les alcools légers. D'accord. Mais ça reste de l'alcool. De l'alcool, bien sûr. Je vous rappelle que la bière aussi, c'est de l'alcool. Et pour ne pas grossir, parce que l'alcool fait grossir, vous étiez devenu aussi un peu addict au sport. Complètement. Et puis, vous le dites vous-même, en fait, il y avait un rapport qui était un peu problématique avec la nourriture. Toujours La nourriture ou le corps ? Les deux. On sent le médecin là qui me pose les questions. Donc, quand j'ai vu que je grossissais trop avec la nourriture, j'ai basculé vers l'alcool. Parce que au départ, c'était moins calorique. Sauf qu'après, vous augmentez tellement en quantité que de toutes les façons, vos calories quotidiennes, c'est 4 à 5 000 par jour. Donc, on revient à ce sport. Je me violente en allant courir des heures et des heures, mais quelque part, c'est de l'auto-punition. Et puis pendant ce temps-là, vous ne pouviez pas boire. Oui, quelque part, je suis un petit peu occupée. Mais vous souriez, mais, non, mais vous savez, je me rattrapais après. Et c'est sans fin. C'est un cercle sans fin. Et c'est encore comme ça, tout doucement, que je tombe dans ces maladies addictives. Il y a le sport, il y a la nourriture, il y a l'alcool. L'alcool en premier. Alors, il y a le drame, vous êtes marié et à 35 ans, vous perdez brutalement votre mari. Et là, tout s'est accéléré. Oui, parce que là, c'est l'amour de ma vie. C'était celui qui me protégeait
par rapport à beaucoup de souffrances que on évoquera sans doute. Et Pierre va décéder en 3 mois de temps d'un cancer fulgurant. Et alors Pierre, il était féru d'œnologie. Il avait une belle cave. Oui, 300 bouteilles, toutes bien étiquetées, enfin voilà. Et je vais tomber là, tête baissée, c'est-à-dire il est plus là. Et je me souviens très bien, je débouche une bouteille et je le regarde et je lui dis, bah écoute, t'as qu'à être là. Et finalement, je bois pour 2. Et là, en une année de 35 à 36 ans, là, je franchis la ligne rouge et je deviens dans cette obsession de l'alcool. C'est ça, parce que vous le dites, les années qui suivent, vous allez organiser votre vie autour de l'alcool. Oui, lorsqu'on est dans la maladie, c'est ça. Tout s'organise autour de l'alcool, toujours par peur d'être en manque. Et que votre corps vous trahit si vous êtes en manque. Si je reprends mon exemple, si je n'avais pas la moitié de ma bouteille de vodka, Marina, je suis là devant vous, en train de trembler et des sueurs, etc. Donc, j'organise mes activités de telle manière que je ne suis jamais en manque. Vous continuez à travailler. On va voir ce qui s'est passé, cet effondrement qui s'est produit. Mais pendant cette année d'accélération encore du phénomène et de rentrer vraiment dans l'addiction, personne ne s'est rendu compte de rien. Vos proches, au travail, on vous a rien dit? On m'a rien dit, mais je pense que, et c'est marrant parce que je retrouve ces personnes maintenant, elles étaient au courant. Elles s'étaient bien rendues compte qu'il y avait un problème, surtout sur le plan professionnel. Pas tellement dans la famille, parce que je trouve que dans la famille, ça picole beaucoup. Donc voilà. Mais sur le plan professionnel, et les collègues, par contre, c'est pas de leur faute. Certains me couvraient, donc il y a de la bienveillance, et d'autres étaient incapables de m'en parler parce qu'ils n'avaient pas les mots. Ils ne sont pas formés. On va parler de ça, mais on va parler de ce qui s'est passé au travail justement le 23 janvier 2009 à 12h30. On poursuit votre histoire tout de suite. Carnet de santé consacré aujourd'hui à l'alcoolisme au féminin à l'occasion de la sortie d'un film magnifique, Des jours meilleurs. Pour en parler, Laurence Cotet, ancienne alcoolique, aujourd'hui patiente experte en addictologie, qui va nous expliquer bien sûr dans quelques instants la spécificité de l'alcoolisme chez les femmes. Mais on continue votre histoire. Votre vie s'est effondrée, je le disais, le 23 janvier 2009. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien là, c'est la cérémonie des vœux chez Vinci. Il y a 650 cadres supérieurs. Il y a très peu de femmes, on n'était que 35, et là c'est le pas de côté de trop, alors même que j'avais demandé de ne pas me tenter. Il y a un collègue qui va me proposer une coupe de champagne, et ça va vite faire une bouteille, 2 bouteilles, et je m'effondre. Je tombe ivre-morte, c'est le pas de côté de trop. Devant tout le monde ? Devant tout le monde, je reste longtemps par terre. C'est l'affolement, les images que j'ai, c'est que tout le monde s'enfuit. C'est ça, personne n'a appelé les secours. Oh ben non, de toute façon, on m'a relevé. On m'a fait sortir par l'issue de secours, on m'a reconduit au bureau et quelques heures après avoir fait une crise d'épilepsie, là ça le médecin me l'expliquera vu l'état dans lequel j'étais, eh bien je vais reprendre mon véhicule et faire 40 km sur le périph'. Alors vous allez être licenciée, mais c'est le début de votre nouvelle vie, puisque vous êtes en effet abstinente depuis le 24 janvier 2009. Ce jour-là, vous vous êtes dit plus jamais ? Oh non, je me suis dit... je mets fin à mes jours. Non, ce jour-là, je me dis, c'est terrible ce qui s'est passé. À cause de quoi ? De la honte ? Ah bah oui, vous êtes par terre. Marina, je suis une femme. Il y a beaucoup d'hommes. J'ai perdu ma dignité. Voilà, je veux plus revoir personne. Et donc là, je me dirige vers une rame de métro pour me jeter. Voilà. Et finalement, non, les choses vont se passer différemment. Je vais rentrer dans une église, je vais entendre des mots qui vont me frapper le visage et qui vont me donner une force incroyable. Je sors de cette église et je rentre chez moi, je prends les quelques bouteilles qui restaient, je vide tout dans l'évier, je me prépare un chocolat chaud, je me mets sur mon lit et là, écoutez, je pense que c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel chez les alcooliques anonymes, mais je n'ai plus touché à une seule goutte d'alcool et je suis heureuse devant vous. Il y a quand même un médecin alcoologue qui vous a bien sûr aidé, qui vous a fait comprendre que c'était une maladie, que ce n'était pas un problème de volonté, que vous n'étiez pas une pocharde, que vous n'étiez pas une faible, mais malade. Et ça, c'est le vrai déclic. Le vrai déclic, il est là, et on ne le dira jamais suffisamment. Quand il me dit « Madame, ça n'est pas de votre faute, vous êtes tout simplement malade, je peux vous aider », j'ai en face de moi quelqu'un qui va m'aider. Et la honte disparaît très rapidement parce que si c'est une maladie, pourquoi se cacher ? Je me suis cachée pendant des années
lorsque je consommais, parce qu'à la fin, une femme, de toutes les façons, reste seule. Pourquoi devrais-je encore une fois me cacher de cette maladie, alors que justement, tout doucement, jour après jour, je progresse dans l'abstinence. C'est vrai qu'on ne se cache pas quand on a un diabète, on se cache de moins en moins quand on a un cancer. Pour l'alcool, on continue à se cacher. On va en parler parce que votre expérience est essentielle, parce qu'une femme alcoolique, ça n'est pas un homme alcoolique. Alors déjà, il faut le dire, le danger pour les femmes et les hommes à une consommation excessive est différent. Les maladies engendrées par ces excès, en dehors pour les femmes, bien sûr, du surrisque de cancer du sein, sont les mêmes. Mais chez les femmes, ça évolue plus vite, plus sévèrement. Alors on parle des complications, c'est les cancers ORL, digestifs, les maladies du foie, les troubles cardiovasculaires, les maladies du système nerveux, les troubles psychiques. Mais la prise en charge aussi est plus tardive, plus compliquée, parce que les femmes se cachent beaucoup plus pour boire que les hommes. 92% des femmes alcooliques boivent en cachette, 46% refusent d'en parler. On va écouter Sylvie qui témoigne dans le documentaire auquel vous participez également, Alcoolisme au féminin, Elle brise le tabou, un documentaire réalisé par Alexandra Combe que j'incarne et qui sera prochainement diffusé sur France 5. Écoutez-la. J'avais vraiment conscience que j'étais au fond du trou, mais je voulais rien, j'étais engluée dans l'alcool. Et j'avais besoin de ma dose. Et ma dose, c'était arrivé très loin. Je crois que le pire, ça a été 3 bouteilles, oui. 3 bouteilles de whisky, c'était le pire, oui. Des quantités d'alcool qui donnent le vertige. Sylvie boit seule, à l'abri des regards. Je planquais mes bouteilles de whisky dans la machine à laver. Et puis, avec du vieux linge par-dessus. Personne n'a jamais remarqué. Alors des fois, ça m'arrivait, malheureusement, de lancer la machine. J'avais oublié que j'avais laissé la bouteille dans la machine à laver. Le pire que j'ai fait, je crois que c'était dans le landau de ma fille. J'avais planqué la bouteille dans le landau de ma fille. Oh, quel bel enfant! Puis zut, je voyais mon bouchon de whisky dépasser, alors je mettais la couverture pour cacher. C'est le pire. Vous vous rendez compte? Mais non. Voilà, suite de ce témoignage dans le documentaire Alcoolisme au féminin, Elle brise le tabou d'Alexandra Combe qui sera diffusé sur France 5. Elle dit bien, à l'abri des regards, Sylvie. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent chez ces femmes, cette consommation cachée, le plus souvent chez soi, pas au bistrot, mais chez soi, à l'abri des regards. Oui, parce qu'une femme qui boit, c'est pas beau. C'est une femme qui... Parce qu'un homme qui boit, c'est beau? C'est plus viril. C'est plus viril, c'est plus sexy, c'est souvent exceptionnel, c'est en groupe, il fait bien rigoler. Voilà. C'est le regard de la société qui est si lourd à porter? Ah oui. Et puis ce qui se cache derrière, c'est-à-dire, elle boit, donc ses pauvres enfants, etc. On en déduit des tas de conséquences négatives pour la femme. Donc effectivement, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'est pas bêtes. Et ce que je remarque souvent, d'ailleurs, les femmes que j'accompagne aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont un bon niveau intellectuel. Donc on n'est plus dans le déni, vous savez. On sait très bien. Il y avait avant une image, effectivement, de la précarité, de couche sociale beaucoup plus défavorisée. Non. Non, ce sont des femmes qui ont d'ailleurs des très beaux postes et qui viennent après dans les groupes de parole, qui viennent timidement, elles n'allument pas la caméra parce que ça se fait souvent en visio maintenant, mais tout doucement. Et c'est toujours cette honte. Et quand je leur pose la question, mais aujourd'hui vous consommez comment? Je consomme seule. Chez moi, en cachette. Et ça, c'est très bien montré dans le film Des jours meilleurs. On voit bien Valérie Bonneton qui attend que ses enfants aillent se coucher et puis, tout doucement, elle va chercher tout ce qu'il faut pour ses munitions pour le lendemain. Le corps médical aussi a ce regard qu'a la société ou pas? C'est vrai que dans une consultation médicale, moi j'en ai pas eu l'expérience, mais en tout cas, on pose la question sur la consommation de tabac, exceptionnellement sur la consommation d'alcool, sauf si on vient pour ce problème-là, mais sinon non. Effectivement, les médecins n'osent pas. Comme s'ils étaient dérangés de causer de ce sujet d'alcool. Par contre, non, je trouve que le corps médical est très bienveillant lorsqu'ils savent qu'on vient, bien sûr, consulter pour un problème d'alcool. Par contre, c'est vrai que compte tenu de notre histoire, et je l'ai dit, derrière, c'est beaucoup de souffrance. En tant que femme, on est toujours beaucoup plus à l'aise pour en parler avec une autre femme. Alors on l'a dit, un risque différent des hommes, une façon de consommer différente, et puis il y a les facteurs déclenchants de ces consommations anormales. Alors il y en a beaucoup, il y a beaucoup de liens, on le constate avec un mal-être au travail des femmes, un état de tension quotidienne. Il y a aussi, et c'est très important parce qu'il faut le rechercher, l'existence de violences, de traumatismes précoces, comme un deuil ou un abus sexuel. Un seul chiffre, 39% des victimes de violences sexuelles dans leur enfance développent des addictions, dont l'alcoolodépendance. Vous avez vous-même réalisé qu'une part de votre addiction était liée à une telle souffrance d'enfance?
Oui, je vais être très directe, un viol. J'ai 16 ans. Et si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que bien c'est un problème de la famille. J'ai ma petite sœur qui malheureusement est décédée. Elle avait un problème d'alcool, mais elle avait également ce problème-là. Elle a mis fin à ses jours. Et moi j'assume aujourd'hui, et à visage découvert, j'alerte. Souvent, sur un groupe de femmes, prenons 10 femmes, vous en avez au moins 6 ou 7 qui ont été atteintes dans leur intimité. Et Muriel Salmona expliquait bien à France Culture, effectivement, que quand il y a une amnésie traumatique, que ce viol a été enfoui, qu'on a oublié, mais qu'il y a une souffrance énorme, la façon de survivre, c'est parfois ses addictions. Oui, l'alcool. Et j'ai pas honte à dire, moi, l'alcool, ça a été ma stratégie pour supporter l'insupportable qui était enfoui dans mon inconscient. Et ça n'est que à la mort de ma petite sœur qu'enfin j'enclenche une psychothérapie et on m'aide à reconstruire le pulse. Et cette grosse souffrance, cette agression me frappe le visage et tout me revient, les images, etc. Mais si j'avais pas eu l'alcool, Marina, Vous seriez peut-être plus là. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que mon combat, c'est pas contre l'alcool. Bien sûr, c'est d'aider les femmes qui tombent ou qui vont tomber dans la maladie. C'est de les alerter. Attention, vous êtes en train d'utiliser cet alcool comme un psychotrope. Et c'est donner les informations sur ce passage. Non, n'utilisez pas cet alcool. Allez par contre consulter et parler de ce qui ne va pas. Et il faut mettre des mots là-dessus. Voilà, il faut pouvoir repérer absolument ces femmes en souffrance, les écouter sans les juger, les aider en tenant compte de tous ces éléments particuliers, on en parle. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Carnet de santé consacré à l'alcoolisme des femmes, une addiction loin d'être rare, difficile à prendre en charge tant la maladie est chez elles particulière et le tabou lourd. On en parle avec Laurence Cottet, ancienne alcoolique, aujourd'hui patiente experte en addictologie au CHU de Grenoble. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost avec à la technique Ludovic Auger et à la vidéo Ruben Karmazine. On mesure le travail très complexe à repérer et à prendre en charge ces femmes quand on sait qu'elles ne représentent qu'un quart des patients alcooliques traités, alors qu'elles ont en plus un accès aux soins généraux plus facile. Qu'est-ce qui va les pousser à consulter ? C'est les complications médicales tout d'un coup de leur addiction, c'est la prise de poids, c'est l'impact familial, notamment sur les enfants, c'est quoi ? Le plus souvent, c'est parce qu'elles arrivent au bout du bout. On pressent, vous savez, la catastrophe. Ce qui m'est arrivé à la date fatidique, moi je le pressentais. Ça faisait des mois que je sentais que quelque chose allait arriver. Oui. Et souvent quand elles viennent, notamment dans mes ateliers thérapeutiques, elles arrivent non pas... Elles ne sont pas encore prêtes pour arrêter de boire, mais elles arrivent parce qu'elles pressentent la catastrophe, ou parce que la pression familiale est trop forte, parce que le conjoint est en train de lui dire « je vais te quitter », ou parce que les enfants lui disent « maman, je t'aime pas quand tu n'es pas normal ». Donc elles viennent, mais c'est là où il faut être hyper patient, il faut les accueillir, il faut être bienveillant, il faut témoigner, parce qu'un témoignage comme le mien leur fait comprendre qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre cela. Et par contre, on a mis des années à se détruire, on mettra des années à se reconstruire. Donc moi, j'ai compris en addicto qu'il faut leur donner du temps. Du temps et bien leur faire comprendre que c'est une maladie. On reviendra toujours à ça. C'est une maladie. Les sortir de leur honte, de leur déni. Voilà, c'est pas une maladie honteuse, c'est une maladie chronique, comme n'importe quelle maladie. Ça mettra du temps, mais on peut s'en sortir, et j'en suis un exemple bien vivant. Vous dites que c'est important d'être une femme. C'est vrai que la prise en charge, bien sûr, doit être globale, comme pour les hommes, médicale, psychologique, sociale. On précise qu'il y a dans beaucoup de services spécialisés maintenant des groupes de parole destinés uniquement aux femmes. Et ça, manifestement, c'est vraiment important. Dans le documentaire, effectivement, qu'on a fait pour France 5 à Villejuif, c'est un groupe de parole des femmes et on voit qu'elles ne disent pas la même chose ou pas de la même façon. Mais non, on est beaucoup plus à l'aise. On est entre nous, enfin entre femmes, on se comprend, on est dans les mêmes souffrances, on se libère beaucoup plus facilement. Ça, c'est vraiment... Encore que... Vous savez, les hommes alcooliques aussi sont souvent des personnes qui sont très émotives et parfois quand ils écoutent notre histoire, vous avez des hommes mais ils sont furieux parce que vous avez des hommes qui sont très bien. Hein. Mais c'est vrai qu'entre femmes, je dirais, on va plus vite, on est plus en confiance, on est bien entre nous. Évidemment que je ne banalise pas l'alcoolodépendance des hommes qui amène à des drames. C'est simplement que là, on parle aujourd'hui de l'alcoolisme des femmes. En amont de ça, comment on peut aider
quand on est proche, quand on travaille avec quelqu'un manifestement qui a un problème avec l'alcool, quand on est des amis, comment on peut aider? Si vous, à ce moment-là, un collègue vous avait dit « tu as un problème avec l'alcool », comment vous auriez réagi, à votre avis? Alors d'abord, c'est super, vous dites « tu as un problème ». Vous avez un problème avec l'alcool. Vous dites pas « t'es une alcoolique ». Donc toujours être hyper bienveillant, attendre que la personne soit capable aussi de vous écouter. Il ne faudrait pas que je sois dans un état, voilà. Et venir et parler avec son cœur, en fait. À partir du moment où vous comprenez que c'est une maladie, c'est parler avec son cœur et dire à la personne « je suis là pour t'accompagner, je ne suis pas là pour te juger, et je vais t'emmener, si tu le souhaites, en parler à un généraliste, à une gynéco, ou à un spécialiste, etc. Ou aller dans une association d'entraide. Je vous assure, Marina, que moi, ça faisait des mois que j'attendais qu'on me tende la main. J'étais prête, j'étais désespérée. Trop seule? J'avais même fait des tentatives de suicide. Et finalement, c'est pour ça, cette chute, finalement, pour moi, elle est salvatrice. Enfin, mon état est mis en lumière, on ne peut plus passer à côté, c'est pas possible. Et moi, quelques jours après, je comprends que c'est une maladie, ça va me sauver. Mais n'attendez pas de toucher le fond, parce que vous l'avez dit, beaucoup resteront au fond. Et sur les 40 000 morts que vous citiez au début de vos propos, sur ces 41 000, vous en avez 11 000 qui sont des femmes. Il faut vraiment que la parole puisse se libérer sur cette question. Ah oui, et ce type d'émission est formidable, bien sûr. C'est que depuis quelques années qu'on parle de ce problème d'addiction à l'alcool. Avant, je ne sais pas pourquoi, on n'en parle pas, on le cache, c'est honteux. On le cache et en même temps, les femmes sont la nouvelle cible du marketing des alcooliers. C'est ça qui est assez étonnant. Oui, mais alors maintenant, les alcooliers, ils font leur boulot. Leur boulot, c'est produire, vendre. Bon. Ils ont compris que c'est la nouvelle tendance pour la femme. Et quand j'interroge d'ailleurs des jeunes femmes que j'accompagne, qui sont déjà dans la maladie, souvent je leur pose la question, mais pourquoi? Comment ça se fait? Et elles me répondent, c'est pour leur montrer que je suis capable de faire comme eux. Et ça, ils l'ont très bien compris, les alcooliers. Donc c'est vrai que maintenant, ils habillent leurs bouteilles. Je ne vais pas vous citer des marques, bien sûr. Parce que je n'ai pas envie de leur faire leur pub, mais c'est vrai qu'il faut réagir contre ça. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes guérie? Alors ça, c'est oui. Moi, personnellement et psychologiquement, ça me fait du bien de vous dire, écoutez, je suis tellement bien, c'est tellement superbe ce qui m'arrive, de pouvoir en parler à visage découvert, que je ne vois pas quel besoin j'aurais d'aller reconsommer. Ça n'a pas de sens. Je n'en ai plus besoin pour être, vous souriez, mais pour être devant vous. Non, parce qu'on vous sent très forte et on entend beaucoup de femmes qui sont sobres, mais qui se sentent toujours fragiles. Oui, mais ça, il faut du temps. Moi, j'ai mis 15 ans pour vous dire, je me sens guérie. Par contre, je ne suis pas guérie par rapport à cet état dépressif qui a toujours été le mien, parce que ma vie est triste, parfois. Et vous n'êtes pas guérie de cette souffrance, de la fragilité liée à cette souffrance? Non, je dois le reconnaître. Parfois, je suis très triste. Parfois, j'ai des larmes qui coulent. Mais je le sais. Je sais que c'est dans la famille aussi. J'avais un papa qui était dépressif. Et donc, à la moindre alerte, je vais reconsulter. Là, je suis juste rétablie, fragile. Et je sais ce que je dois faire. Alors, vraiment, je recommande ce film dans lequel vous jouez, qui sort mercredi, Des jours meilleurs, de Elsa Bennett et Hippolyte Darc. Vous vouliez citer quelqu'un de ce film? Louis-Julien Petit. Il a participé à tout. Je l'ai rencontré récemment. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui donne une dimension sociale à ce film. Et je voudrais aussi rajouter, ce film, il est rigolo, parce que le thème que l'on évoque quand même... Non, bien sûr. Vous allez peut-être le dire, oui. Non, c'est effectivement, il y a beaucoup de choses drôles, liées notamment au talent incroyable quand même de ces actrices et de la situation. Et puis ça se passe dans un vrai centre. On l'a reconstitué, mais on avait été visiter. Voilà, vous avez pu aller dans différents centres. Bien sûr. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça s'ouvre pas facilement quand même. Écoutez, on a fait du forcing. C'est ce que je disais. Vraiment, en tout cas, je recommande ce film qui est exceptionnel, vraiment, qui est magnifique, qui est drôle aussi, qui est tendre. Et puis évidemment le documentaire Alcoolisme au féminin, elle brise le tabou, réalisé par Alexandra Combe, dans lequel vous témoignez et auquel participent des anonymes, mais également Muriel Robin, Noémie Lovski ou encore Fiona Gélin, et donc qui sera diffusé très prochainement sur France 5. Merci infiniment, Laurence. Merci Marina.